Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je continue donc les vlogs que je vous avais proposés dans la partie communauté de ma chaîne, où j'avais donc organisé un sondage pour savoir quel style de vlog vous plaisait le plus. Et donc le vlog qui est arrivé en seconde position, ou en troisième je crois, c'est donc la présentation de mes runes, de mes jeux sur mes runes, ainsi que les autres systèmes divinatoires. Donc je vais vous parler évidemment des systèmes divinatoires que je connais, que j'ai eu pratiqué, et voilà quoi. Donc au niveau des runes, je vais surtout vous présenter des supports et les bouquins que je compte utiliser un jour, parce que c'est vrai que les runes, c'est un support de divination qui me plaît énormément, que j'aimerais étudier de façon sérieuse. Alors pour l'instant, la seule façon que j'utilise les runes, c'est j'en pioche une au hasard et je vais voir dans le bouquin pour voir ce qui se dit. Voilà, donc on ne peut pas dire que j'en ai une grosse utilisation. Je ne fais pas une utilisation comme le tarot et les oracles. Voilà. Mais je vais déjà vous montrer les supports runiques que je possède. Donc, au niveau des cartes, je crois que j'ai 4 cartes oracles, donc j'en ai une que j'ai pas retrouvée. Alors, j'ai celui-là qui est le Dark Angel Rune Oracle Card de Taroko Studio. Donc, c'est un jeu auto-édité, mais qui est à un prix, on va dire, correct, parce que ça reste. Je crois que Taroko Studio sont basés en Europe. C'est dans les pays de l'Est, mais ça reste en Europe. Donc ça reste à votre avis. Voici le dos. Oui. Donc évidemment, je me cache pour le focus. Et donc il y a une carte, en l'occurrence blanche, où vous pouvez faire inventer votre propre rune et votre propre dessin. Et après, donc, vous allez avoir donc une illustration avec la rune dessinée et dessinée en bas et sur le titre de la rune, le nom de la rune juste à côté. Voilà. Donc les cartes sont de très bonne qualité, comme à son habitude avec Taroko Studio. On n'est pas déçu au niveau de la qualité des cartes. Voilà, donc c'est les cartes runiques. C'est un petit peu, comme les tarots et les oracles, il y a beaucoup de choix. Donc, il suffit de trouver le jeu qui vous plaît le plus, qui vous appelle le plus. Et voilà, celui-là, il a un côté fantastique, et donc j'aime bien, moi, ce genre de jeu. Donc, évidemment, je ne pouvais que adhérer aux illustrations de ce jeu. Donc, il peut être intéressant lorsqu'on étudie, il est d'ailleurs intéressant lorsqu'on étudie les runes, d'étudier également un petit peu la mythologie. Donc, je vous présenterai des livres également sur la mythologie, mais je vais vous présenter également des jeux runiques, de cartes runiques comme celui-ci, où il y a en plus donc des cartes sur les divinités. Ou alors j'en ai même un où c'est carrément les cartes runiques qui sont reliées à des divinités nordiques. C'est peut-être d'ailleurs mon préféré, celui-là, je le garde pour la fin. Voilà, mais celui-là il est très beau. Graphiquement, je trouve que... J'ai déjà fait une présentation, et si vous voulez voir la présentation complète de ce jeu, dites-moi le dans les commentaires, et c'est avec plaisir évidemment que je vous mettrai le lien. Donc voilà, donc je vais être assez sommaire au niveau des jeux runiques, car comme je vous dis, c'est... Alors celui-là, comme je vous dis, je n'ai pas une grande connaissance comme le tarot et les oracles. Celui-là, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y en a beaucoup qui doivent le connaître. J'ai pas pris le guidebook, je l'ai juste à côté. Il y en a beaucoup qui doivent le connaître et qui doivent l'avoir, ce jeu. Je ne vais pas réussir à l'attraper. Le fil, il est pas assez long. Voilà, donc ce jeu a l'avantage de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que, donc vous voyez, il y a toujours pareil. En bas, vous avez les runes qui sont dessinées ainsi que le nom.
Et vous avez également les divinités nordiques sur ce jeu. C'est ça qu'il y a d'intéressant. En plus donc des cartes traditionnelles. Donc les divinités, on les reconnaîtra parce que là par exemple on a Freya. Ben, on la reconnaît parce qu'il n'y a pas de rune qui est dessinée. Hein. Alors là nous avons un lieu mythique d'Asgard, je pense. Voilà, donc là nous avons plein de divinités nordiques. Loki, le frère de Thor. Et là on repasse aux runes. Voilà, c'est un très beau jeu celui-là, je trouve, aussi également. Il y a vraiment... Ceux qui sont intéressés sur les runes, c'est vrai que... et qui sont collectionneurs, ils peuvent vraiment se faire une belle collection au niveau des cartes runiques. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a vraiment un large choix. J'en avais un autre à l'époque de l'Oscarabeo qui était super beau, mais je ne le retrouve plus. Alors peut-être que je l'ai offert à quelqu'un, c'est possible. Bon, en tout cas, je ne le rachèterai pas celui-là. Je ne l'aime pas au point de... Voilà, je voudrais vous montrer d'autres divinités, à moins que je vous les ai toutes montrées, non. Voilà, donc là nous avons Odin. Donc voilà, là on reconnaît bien les cartes runiques parce que tout simplement il y a la rune qui est dessinée dessus. Et les cartes des divinités, ben, parce que tout simplement il n'y a pas de runes qui sont dessinées en dessous du titre, à côté du titre, par exemple là. Voilà, donc... les 9 mondes. Donc avec l'arbre d'Asgard, le fameux arbre d'Asgard qui relie tous les mondes les uns aux autres. Voilà, donc je trouve que ce jeu est vraiment très intéressant parce que en plus d'apprendre les runes, ben, on apprend également un petit peu la mythologie nordique. Donc je trouve qu'il est intéressant pour ça. Alors ensuite, c'est celui-là donc que j'aime beaucoup, qui est le The Rune Vision Card aux éditions AGM de Sylvia Gainsford. Donc bon, quand j'ai la boîte comme ça que je peux vous dire le titre, évidemment je vous le dis avec plaisir. Il y a 25 cartes. Et alors là, les cartes runiques sont reliées aux divinités directement. Donc c'est un jeu qu'on trouve encore, hein. Même s'il est vieux, qui date d'un moment, on le trouve encore. Donc le gamebook par contre il est entièrement en anglais, je regarde, il est en anglais mais en couleur. Vous voyez, il y a un petit tableau récapitulatif des runes au début. Voilà, parce qu'il faut savoir que les runes à la base c'est un alphabet. Voilà, et donc il y a tout qui est détaillé. Bon, c'est dommage que c'est entièrement en anglais, mais bon, avec les applications, il suffit de scanner, sur les smartphones, il suffit de scanner la page et de faire la traduction, et ça va, on s'en sort. Hein. Moi qui suis très nul en anglais, j'arrive à m'en sortir avec ces applications. Et donc les cartes, donc voici le dos. Il est tout simple, tout sobre. Je ne sais pas si vous voyez, mais tous les tours, il y a des runes qui sont dessinées. Vous voyez. Alors là, pareil, nous avons une rune, enfin une carte que l'on peut illustrer ou laisser blanche, comme la carte bleue du Béline. Et alors là, donc, vous avez le nom de la divinité en bas, la rune qui est dessinée dans le dessin, et en dessus du nom de la divinité, vous avez le nom de la rune. Voilà, et donc sur toutes les cartes séparées, vous avez donc la rune qui est dessinée dans l'illustration, le nom de la rune qui est écrit en doré, et le nom de la divinité qui est représenté sur la carte en dessous. Donc c'est vraiment de tous les jeux runiques sous forme de cartes que je possède, c'est vraiment celui-là que je préfère parce que justement ils ont intégré ils ont fait la correspondance des divinités avec les runes
Et je trouve du coup que c'est le plus, pour moi, à mon niveau du moins, hein, c'est le plus intéressant. Et je pense que c'est avec celui-là que je risque de commencer mon apprentissage runique lorsque je vais commencer vraiment à m'y lancer dedans. Alors je pense que je vais vous le présenter dans son entier, ce jeu, parce que on ne le voit pas trop, on n'a pas trop vu sur YouTube. Je crois que Nat l'a présenté lors d'un vlog, mais sinon je ne l'ai jamais trop vu, du moins sur les chaînes françaises. Donc, et comme on le trouve encore, s'il y en a d'entre vous qui veulent se le procurer, ça vaut le coup de le tenter tant qu'il est à un prix plutôt, on va dire, correct. Moi, ça fait pas longtemps que je l'ai. Justement, c'est lorsque j'avais fait le vlog avec Nat de la chaîne donc Anjaitana, mon ami Nat. C'est quand j'avais vu ce jeu que je l'avais de suite acheté. Ça doit remonter à pas tout à fait un an. Et je l'avais payé à un prix très honnête parce que c'est vrai qu'on ne le trouve pas partout. Voilà, donc il y a que 25 cartes. Mais à la fois, il n'y a que 25 runes, donc il n'y a pas de carte bonus, il n'y a pas de carte de divinité, car les divinités sont directement dessinées sur les runes. Donc voilà, c'est un choix. Alors ensuite, celui-là. Alors ça m'embête parce que quand même je vais essayer de trouver le titre du livre et j'ai oublié 2 livres, voilà, je les ai. Et un tarot. Alors le jeu runique que je vous ai présenté tout à l'heure où il y avait les divinités, il s'appelle l'Oracle Viking. Voilà. Et il est aux éditions Vega. Alors ensuite, un jeu auto-édité, le Cosmic Whisper, introduction aux runes de Kokorina. Donc un super joli guidebook. Voilà. Il est dans c'est souple, je vais y arriver, il n'est pas rigide, mais on sent qu'il est de bonne qualité. Alors c'est des runes qui sont sur du carton très très épais, donc ça ressemble à des runes comme si c'était des runes qui avaient été écrites sur des bouts de bois, tellement que le carton est épais. Voilà, donc pour chaque rune vous avez une explication. Donc c'est un livre entièrement en anglais, donc je recommande d'avoir un livre en français. De toute façon, si vous voulez étudier les runes, je vous recommande, même si vous avez un jeu en français, je vais vous recommander quand même des livres assez conséquents pour approfondir parce que ça ne sera pas suffisant. Hein. C'est comme si vous achetiez un tarot français avec juste un guidebook. C'est bien d'avoir quand même un livre assez conséquent à côté pour aller un peu plus loin. Même si dans un premier temps, c'est toujours bien de se faire confiance et de noter nos propres interprétations. Et voilà. Donc vous voyez, pour chaque rune, vous avez quand même une page et demie de page. Voilà. Et en tout, il y a 111 pages. Voilà, alors le jeu, il est dans un immense pochon, vous voyez, pour vraiment que pour tirer au sort, tout simplement, hein. Vous piochez là-dedans, vous prenez une rune au hasard, voilà. Et alors voici l'épaisseur de la rune, je ne sais pas si vous voyez par rapport par exemple à une carte traditionnelle, hein. Là j'en ai une. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, c'est des cartes super épaisses, on dirait des bouts de bois en fait. Donc voilà, j'aime bien ce jeu pour ça, pour ce côté justement bout de bois. C'est du carton très épais qui a été en fait comprimé les uns aux autres. Donc il n'y a que 25 runes, vous voyez l'épaisseur. Donc 25 runes et ça donne cette épaisseur. Voici les 25 cartes. Donc pour vous dire l'épaisseur de chacune des cartes.
Donc voici le dos, magnifique. Hein. Et donc les cartes, ben, voilà, c'est des plaquettes, on peut appeler ça des plaquettes. Alors à la base, les runes, je crois qu'elles étaient souvent faites sur des plaquettes en bois, comme ça. D'ailleurs, vous voyez, c'est vraiment, c'est rigide, hein, l'épaisseur fait que... Voilà, donc je trouve que c'est un jeu très original. Et donc, même s'il est en anglais, c'est pas dérangeant, parce que comme je vous ai dit, c'est bien d'avoir un livre sur les runes. Je vais vous en présenter un. Et je crois que c'est le meilleur livre qu'il existe sur les runes, en français du moins. Qui a été traduit, on a eu cette chance, donc il a été traduit en français. Mais bon, je finis de vous présenter les deux derniers jeux, les trois derniers jeux. Alors, allez, je vous montre vite fait le livre. Voilà, le livre, il s'agit de Julie Cotton, Les Runes, aux éditions Mémoire du Monde, écriture sacrée en terre du milieu. Voilà, alors, ouvrage de référence, ce livre est accessible aux néophytes comme aux runistes confirmés. Le symbolisme des 24 runes du Futhark germanique y est présenté de manière claire et approfondie. Ces lettres sacrées nous font pénétrer au cœur de la pensée nordique ancienne, nous transportant à travers une mythologie nimbée de magie et de chants delphiques peuplés de dragons et de nains et de géants. Les runes dont l'étymologie évoque le mystère et le secret chuchoté sont les régimes de l'ancienne écriture des peuples germo-scandinaves. Au-delà de leurs usages pour transcrire mots et phrases, les différents futharks ou alphabets runiques étaient utilisés en magie et en divination, afin d'entrer en communication avec les énergies célestes et accéder au rouage du destin et au mystère du Wyrd. Au fil des pages, chaque rune est mise en relation avec les sources, les textes mythologiques nordiques, mais aussi confrontée avec le symbolisme astrologique, les 22 arcanes majeurs du tarot et les éléments naturels, végétaux, animaux, minéraux. Les liens méconnus entre les runes et l'old gamme celtique, l'alphabet sacerdotal, les arbres utilisés pour les druides celtiques sont aussi abordés de manière inédite. Ce livre s'ouvre ainsi à la mythologie et au symbolisme comparé, approche qui permet de tisser des liens entre les différentes traditions. Voilà, donc c'est vraiment un ouvrage pour tous les passionnés de runes et de mythologie et de symbolisme. Donc c'est vraiment, je pense que c'est un livre à avoir pour toutes les personnes qui veulent vraiment, pour toutes les personnes qui désirent, qui sont en demande de connaissances au niveau runique, c'est vraiment un livre à avoir. Alors par exemple, je vais vous lire le sommaire. Vous avez la définition du mot rune, les origines des runes, les fonctions des runes, les différents futharks, mauvaise réputation et récupération idéologique des runes, pourquoi s'intéresser aux runes, quels termes désignant les patriciens des runes. Ensuite, vous avez donc les 24 runes, les runes cryptiques, runes rétrogrades, runes avec décalage d'une ou plusieurs lettres, runes à branches, runes peigne, runes lisses, la roue runique de l'année, rune et fête, fête du solstice de l'été, fête de l'Ama, fête de l'équinoxe d'automne, fête de Samhain, fête du solstice d'hiver, Yule, fête d'Imbolc ou Brigatian, fête de l'équinoxe de printemps Ostara et fête de Beltane. La roue runique de la journée, fabriquer ces runes, tirer les runes, et en annexe donc, les runes et les personnages de la mythologie nordique, les différentes affinités entre les runes et les pierres, les runes et les lames du tarot, les runes et l'ogame celtique et les poèmes runiques. Et à la fin, vous avez donc la bibliographie. Donc voilà, vous voyez, c'est un sacré bouquin, tout en français, qui est super bien traduit, car l'auteur n'était pas française. Il y a 404 pages, donc il y a une correspondance très intéressante qui est faite entre les runes et le tarot. Donc l'auteur a décidé d'utiliser le tarot de Wörth et le tarot de Marseille. Donc voilà, donc je trouve que c'est un super livre.
Et le fait qu'il y ait comme ça, les correspondances, ça peut être très intéressant parce que ben, s'il y a une rune, par exemple, qu'on relie à l'arcane, je dis le pendu, par exemple, on sait que c'est une rune qui va nous conseiller de se mettre au vert, c'est une rune qui va nous conseiller de voir les choses un petit peu différemment que ce qu'on a l'habitude de les voir. C'est les runes qui nous disent que il va peut-être falloir se sacrifier pour arriver au but de ce que l'on veut atteindre. C'est une rune qui dit qu'il va falloir lever le pied, se mettre au repos. Voilà, donc le fait qu'il y ait comme ça qu'elle montre justement la possibilité donc des runes qui sont reliées au tarot, comme ça je trouve que c'est très intéressant. Voilà, donc quand même il y a beaucoup de pages, 404 pages, et c'est surtout franchement tout l'intérieur du bouquin est super intéressant. Et vous le lisez une fois, vous le relisez une seconde fois, ça vous donne l'impression d'apprendre toujours quelque chose de nouveau. Donc en fait, c'est un bouquin qui se lit plusieurs fois et plusieurs fois. Et en plus, à la fin du livre, vous avez les bibliographies, donc c'est-à-dire les autres bouquins qu'elle s'est servi pour écrire ce livre. Donc vous pouvez de là aller piocher donc, dans la bibliographie qu'elle a gentiment mis à notre disposition. Alors ensuite, je vais vous présenter 3 tarots, pareils, qui sont runiques. Avant de partir sur les tarots, je vous présente un autre bouquin, le dictionnaire de mythologie germanique de Claude Lecouteux, de Odin à Thor, de Siegfried et compagnie, aux éditions IMAGO. Je ne connaissais pas ces éditions, voilà, donc c'est un dicto sur tous les personnages de mythologie nordique, donc voilà, c'est intéressant à voir, il est en français. Bon, c'est pas pour les dessins qu'on achète ce livre, hein, c'est pour les infos. Il y a combien de pages en tout? 200. Non, il y en a beaucoup plus. C'est pas noté. Ah si, 292 pages. Voilà. Et le prix, je sais, 24 €. Voilà. Donc 24 €, vous avez un super dictionnaire de tous les personnages de mythologie germanique, donc vous avez Thor, vous avez Odin, donc tous les Freya, donc vraiment un gros plus à avoir celui-là. Vous avez ces 2 livres, c'est largement suffisant. Enfin, moi je sais qu'à mon niveau, avec ces 2 gros bouquins qui sont en français, j'aurais pas besoin de plus pour apprendre, juste la volonté de m'y mettre et donc de lever le pied sur le tarot et sur les oracles. Au niveau des tarots, alors il y en a un qui a été sorti, alors il n'a pas que les symboles runiques, je ne sais plus du tout le nom, parce que ça fait partie des tout premiers, des vieux tarots que je possède. S'il y en a parmi d'entre vous qui possèdent ce tarot et qui connaissent le nom, si vous voulez une présentation complète de ce jeu, je l'ai fait, donc je peux le retrouver, je peux vous retrouver la présentation que j'en avais fait. Les cartes sont de qualité normale. Donc vous voyez, sur chaque arcane, vous allez avoir donc un symbole runique, mais pas que. Vous avez également des lettres hébraïques, vous avez un tas de choses comme symbole. Voilà, donc là je suis chez les deniers, je pense. Voici les majeurs, ça va être un peu plus intéressant. Voilà, donc les images sont assez jolies, je trouve. L'empereur, la papesse, le magicien. Donc il y a beaucoup de symboles sur chaque carte. Hein. Bon là, du coup, les runes, elles y sont plus. Si. Voilà, donc bon, c'est pas peut-être le meilleur jeu, c'est que c'est un tarot en fait, tout simplement. Donc les arcanes mineurs, voilà, c'est pas des arcanes mineurs qui sont illustrés. Vous voyez, vous avez des coupes, donc 10 coupes, 6 coupes. Voilà, donc je ne m'étends pas trop sur ce jeu,
Mais moi, il me plaît beaucoup, quoi. Il me plaît beaucoup, malgré tout. C'est un jeu qui me plaisait beaucoup. Donc, vous pouvez l'utiliser comme un tarot ou comme un jeu de cartes runiques, hein. Alors là, par exemple, pour la princesse des épées, nous avons la correspondance. Donc, les épées correspondent. La cour des épées correspond à la mythologie égyptienne. Le prince des épées correspond à Osiris. La reine des épées, pareil, correspond à une déesse égyptienne. Et pareil pour le roi des épées, correspond à Ra. Voilà. Et donc après, par contre, les numérales sont pas vraiment illustrées, quoi. Il y a quelques symboles dessus, mais c'est tout. Vous avez un mot-clé. Voilà, donc j'ai déjà fait une review une présentation de ce jeu. Si vous voulez que je vous la ressorte, vous me la laissez dans les commentaires. Ou alors peut-être qu'en fin de vidéo, je vous la mettrai en fin de vidéo. Si certains d'entre vous connaissent le titre, vous pouvez le laisser s'il vous plaît dans les commentaires pour ceux qui voudraient éventuellement se le procurer. Car c'est un jeu qui coûte vraiment pas cher, hein. Alors ensuite, ceci, alors ça n'a rien à voir avec les runes, c'est le tarot de Rackham. Comment dire, il a l'avantage qu'il a des belles illustrations. Il est sorti aux éditions Publishing, je crois. Donc voici alors c'est les illustrations d'Arthur Rackham. Les cartes sont de bonne qualité, c'est des grandes cartes. Elles permettent donc de faire des tirages envers endroit. Pareil, je l'avais présenté ce jeu. Mais ça a été renommé. C'est-à-dire que les bâtons vont s'appeler Good. Les coupes vont s'appeler Walsung. Les épées vont s'appeler Jibishung. Et les deniers vont s'appeler les Nibelung. Voilà, donc on reconnaît bien les illustrations d'Arthur Rackham. Donc là, c'est le 10 Good, donc le 10 des bâtons. Donc moi, ce que je me suis fait, je me suis écrit sur un petit papier comme ça la correspondance, hein, pour que ça me revienne quand je l'utilise. Mais c'est vrai que j'ai utilisé ce jeu au tout début. Là, d'ailleurs, nous avons une représentation de Thor. Vous voyez, j'ai utilisé beaucoup ce jeu au tout début que je l'ai eu. Et après, bon, j'ai eu d'autres jeux d'Arthur Rackham. Et bon, après, là, ce qu'il y a, c'est que c'est un jeu d'Arthur Rackham qui est vraiment sur la mythologie nordique, hein, avec Thor, Odin, tout ça. Mais bon, voilà, finalement, j'ai eu une grosse accroche au début de ce jeu. Et après, bon, ça s'est un peu émoussé avec le temps. Le fait que tout a été renommé comme ça, c'est... À la longue, il faudrait vraiment que je l'utilise très très souvent pour que ça reste imprimé. Et bon, ce n'est pas le cas. Alors par contre, je vais vous en présenter un autre, le Runic Tarot, où là, il est un petit peu mieux réussi, je trouve. Donc pareil, alors il est de l'Oscarabeo, celui-là. Donc il est dans les nouvelles cartes solides, hein, de l'Oscarabeo. Celui-là, par contre, je trouve qu'il est mieux réussi que celui-là que je viens de vous présenter graphiquement déjà. Voici le dos. Donc je l'avais présenté, je crois, un peu avant un automne. Et voilà, sur chaque rune, donc sur chaque carte, là par exemple, le magicien, il désigne la rune en question avec son doigt, vous voyez. Donc sur chaque arcane, vous avez une correspondance runique. Sur certains arcanes, vous allez avoir plusieurs correspondances runiques. Non, l'impératrice, non. Et voilà, certains arcanes, il va y avoir plusieurs runes qui vont y correspondre. Donc des fois, il faut les trouver, hein. Vous voyez, là, c'est à la ceinture. Des fois, c'est pas pratique à trouver, mais bon. Les illustrations sont très jolies, je trouve, hein. Je vous mettrai peut-être la présentation en fin de vidéo, hein, de ce jeu.
Voilà, je trouve que les illustrations sont plutôt jolies. C'est un style qui me plaît. Et toujours pareil, le fait de rattacher comme ça les runes aux arcanes du tarot, ça peut quand même faciliter l'apprentissage des runes. Ça peut aider. Pour quelqu'un qui connaît le tarot comme moi, mais qui ne connaît pas le monde des runes, je sais que ça va beaucoup m'aider. Ça m'aide beaucoup. Et pour finir, donc, les runes que moi j'ai choisies, c'est des runes qui sont sur des pierres semi-précieuses. Alors, il y en a qui les font sur des bouts de bois, il y en a... Voilà, moi j'ai trouvé... Vous voyez, elle est sur une cornaline, je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, c'est sur une améthyste. Voilà, donc après c'est un choix. Vous avez sur des bouts de bâton, vous avez sur des bouts de bois, je veux dire, vous avez sur des morceaux de quartz aussi, de cristal de roche, où là, toutes les runes seront écrites que sur du cristal de roche. Vous avez aussi sur des morceaux d'améthyste, comme je viens de... Là, c'est une améthyste, mais c'est pas la même qualité. Hein. Vous allez avoir des runes qui vont être écrites que sur des améthystes, que sur des cristals de roche. Moi, j'ai fait le choix que ce soit un mélange de plusieurs pierres. Je trouvais ça plus sympa, plus agréable. Voilà. Donc après, là, c'est chacun qui... Et voilà, donc je ne vais pas vous en parler davantage des runes, parce que c'est vrai qu'au final, c'est pas quelque chose que je maîtrise et que je connais bien. Donc par contre, donc là, je vais vous parler des autres systèmes divinatoires, autres donc que les runes, autres que le tarot et les oracles. Donc les systèmes divinatoires que j'ai eu pratiqué ou que je compte pratiquer. Donc je ne vais pas vous parler du Ouija parce que c'est pas un truc qui m'attire et que je pratique. Je ne vais pas vous parler des mains de la main, pareil, parce que je pratique pas. Je ne vais pas vous parler du marc de café non plus parce que je n'ai jamais pratiqué, j'ai pas. Donc je vais vous parler de la cristallomancie pour commencer. Alors la cristallomancie, c'est l'interprétation par des boules de cristal ou par du cristal de roche tout simplement. Donc je vais vous montrer les trois que moi j'ai utilisés et vous dire lequel a le mieux marché. Donc vous avez la boule de cristal comme ça. Vous avez également la boule de cristal un peu plus normale, j'ai envie de dire, où là c'est pas vraiment du cristal, hein, c'est des... Alors celle-là, vous voyez, elle est complètement transparente, mais c'est pas une vraie boule de cristal, c'est du verre. Et alors si vous regardez à l'intérieur, vous avez un micron de plomb à l'intérieur du verre. Et c'est en se concentrant sur ce micron de plomb qu'on va commencer à voir, en faisant le blocage donc sur le petit micron de plomb. Alors c'est tout petit, hein, je ne sais pas si... C'est impossible que vous puissiez le voir. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. C'est vraiment tout petit, si vous le voyez par là, à ce niveau-là. C'est tout petit. Tout petit et encore là on a de la chance, ça se voit peut-être un peu mieux, c'est entre les deux points lumineux. Voilà, il y a un tout petit et non, c'est pas celui-là encore, hein. Il y a un tout petit bout de plomb et il faut bloquer. Donc déjà il faut, pour utiliser une boule de cristal, il faut la magnétiser, la toucher, la caresser, dormir avec, souvent la toucher, vraiment, il faut la magnétiser. Il ne faut pas arrêter de la caresser, de dormir avec. Surtout pas la prêter à qui que ce soit. Et après, il vous faut faire beaucoup de méditation avant de vous lancer. Donc, je reviens à ce que je disais. La différence, donc, avec une boule en cristal de roche, c'est que la boule en verre transparente comme ça est beaucoup moins chère, évidemment. Mais les boules en cristal de roche, vous voyez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on peut voir des mille et une choses se former en se concentrant dessus. Tandis que là, on est obligé quand même d'y mettre un micron de plomb pour pouvoir vraiment se concentrer sur ce micron de plomb et pour pouvoir commencer à voir des choses et interpréter. La boule en cristal de roche est beaucoup plus chère. Vraiment beaucoup plus chère. Mais ça marche beaucoup mieux. Ça marche vraiment beaucoup mieux. Alors il faudra faire... pareil, qu'on utilise une boule en cristal de roche, qu'on utilise un cristal de roche, brut, poli, pas poli, peu importe. Il faudra quand même
l'utiliser d'une façon un peu différente que ce que on nous a appris d'utiliser. Par exemple, les cristals de roche, il n'est pas du tout recommandé de dormir avec un cristal de roche. Si vous voulez, parce que c'est une pierre qui donne beaucoup d'énergie et ça pourrait empêcher de dormir. Ou alors vous mettez une améthyste sous l'oreiller parce que l'améthyste apaise. Mais si vous voulez vous en servir pour la divination, là, effectivement, vous pouvez. Donc là, vous avez un cristal de roche brut que vous pouvez très bien utiliser pour la divination parce qu'il est assez transparent, vous voyez quand même. Hein. Il est assez transparent, donc vous pouvez l'utiliser pour la divination. Celui-là également, il est petit, mais sa transparence fait que c'est un très bon cristal pour la divination. Alors ça, c'est deux bruts, vraiment, qui n'ont pas du tout été polis. Donc moi, j'aime bien faire de la cristallomancie à partir des cristaux bruts. Je préfère. Donc celui-là ou celui-là. Celui-là est très très bien. Après, j'en ai un autre où c'est juste la base qui a été polie. Et il a été poli dans le sens de la pousse. C'est ça surtout qu'il faut regarder. Alors il faut être sûr de là où on l'achète, que ce soit des amoureux des pierres, des amoureux des cristaux. Et un cristal de roche, de le polir, ça n'altère en rien sa puissance ou son énergie. Mais il faut qu'il soit poli dans le sens où il a poussé. Sinon, ça va vraiment tout casser au niveau d'un point de vue énergétique. Alors par exemple, celui-là, il est semi-brut, c'est-à-dire qu'ils ont poli juste la base. Voilà, mais vous voyez sa transparence et à l'intérieur quand même, on remarque quelques petites inclusions de... Voilà, c'est vivant un cristal de rocher tout simplement. Par exemple, je ne sais pas si vous allez le voir, ça a été l'un de mes premiers cristals de roche que j'ai acheté et il est devenu avec le temps fantôme. C'est-à-dire que si vous regardez à l'intérieur, il y a des petites pyramides qui se sont faites. Je ne sais pas si vous allez réussir à les voir. C'est-à-dire qu'il y a un autre cristal qui a poussé dans le cristal, vous voyez, à ce niveau-là. Là, vous voyez, on voit là. Ça y était pas. Et il y en a encore une autre dessous, je suis en train de voir. Il y en a deux qui ont poussé. Il y en a même une troisième qui pousse en dessous. Donc vous voyez, il y a un autre cristal qui a poussé dans le cristal. Donc c'est pour vous dire que quand on vous dit qu'un cristal de roche est vivant, c'est vraiment vivant. C'est pas parce qu'il a été arraché de la terre-mère qu'il ne vit plus. Au contraire, il continue à vivre. Et souvent, donc, il va vous faire des fantômes à l'intérieur. Alors, quand il fait des fantômes comme ça veut principalement dire que on a appris des leçons de vie qui nous a fait grandir. Voilà. Et donc là, vous voyez, celui-là, il a 2 ou 3 fantômes. C'est pas pareil que celui-là, par exemple, qui est un cristal de roche fantôme, mais celui-là, il était fantôme à l'achat. Donc, c'est-à-dire qu'il avait déjà ses fantômes. Et puis, on les voit, ils sont beaucoup plus nets, on les voit mieux. Donc, en fait, celui-là, le fantôme, comment il s'est créé? C'est que le cristal a fait une première pousse, il s'est arrêté de pousser, il y a de la poussière qui est tombée dessus, et après il a repris sa pousse, il s'est arrêté, de la poussière est retombée dessus, et il a repris sa pousse. Donc ce que vous voyez, les fantômes que vous voyez là, c'est la pousse qui s'était arrêtée et la poussière qui s'y était déposée dessus. Là, pourquoi on a du mal à voir la pousse du fantôme? Parce qu'en fait, là, elle n'y était pas la pousse. Et il a poussé bien après le fantôme. Il faudrait que je me mette comme ça pour que vous le voyez peut-être. Là, vous le voyez à l'intérieur. Là, la pousse, elle s'est faite 3 ou 4 ans même après que je l'ai eu. Et c'est pour ça que celui-là, c'est un quartz auquel je tiens énormément. Alors, j'ai jamais fait de la divination avec celui-là, mais peut-être que je devrais bien. Et pourtant, bon, il ne m'appelle pas trop pour faire de la divination, mais bien qu'il y a des petits trucs à l'intérieur qui fait que je pourrais partir assez loin et je pourrais tenter à essayer de faire de la divination avec ça. Il faudrait que je tente. Voilà, ben, ce vlog m'aura donné envie de ça. Donc voilà, donc après, comme je vous dis, vous pouvez utiliser une boule de cristal, mais c'est pas du cristal, c'est du verre, hein, entendons-nous bien. Vous pouvez utiliser des boules traditionnelles, un cristal de roche, mais qui coûtent très cher et au final, qu'est-ce qui vaut mieux? Une boule, alors je vous annonce par exemple le prix, une boule comme ça à 1200 € ou
un cristal de roche comme ça à 600 euros, je pense qu'il vaut mieux ça. Voilà. Alors après, moi, j'ai la chance d'avoir des amis qui ont un magasin de lithothérapie auquel je vais donner souvent des coups de main. Voilà, j'ai la chance bon, d'avoir cette opportunité, mais voilà, ça a un coût, c'est un prix, c'est... Voilà, et alors celui-là est magnifique pour faire de la divination. Sa transparence fait que il est terrible. Alors, pareil que la boule de cristal, si vous voulez faire de la divination, il vous faut dormir avec, il vous faut souvent le caresser, frotter vos deux mains comme ça, vous l'imprégnez de vos énergies, le cristal. Il faut pas arrêter de faire ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et après, quand vous décidez de faire de la divination avec, pendant 10 minutes, c'est bien de se concentrer. Vous respirez par le nez, vous expulsez l'air en gonflant le ventre. Vous respirez, vous gonflez le ventre, après vous expulsez l'air par la bouche, tout en vous concentrant sur le cristal. Vous le prenez entre vos mains. Là, je vais éteindre un peu plus les lumières et je vais peut-être allumer une bougie. Et vous vous concentrez sur un point précis à l'intérieur du cristal. Et après, vous allez voir des images défiler, souvent à l'intérieur du cristal. Et voilà, c'est comme ça que la divination, que la magie va opérer, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc, ça peut se faire également avec ce cristal qui est brut, mais qui a une transparence. Moi, j'aime bien les cristals qui sont transparents. Je trouve que c'est plus agréable pour faire de la divination. Voilà. Alors ensuite, un autre système de... Alors, je ne sais pas si ça s'appelle de la cristallomancie. C'est avec la glace noire. Donc déjà, vous pouvez le faire également avec des boules d'obsidienne, comme ceci. Alors ça, c'est une obsidienne arc-en-ciel. Hein. Donc, c'est-à-dire que en fonction de comment je vais vous la présenter, vous voyez, il y a de l'arc-en-ciel. Donc il faudrait quand même, ça serait mieux, une obsidienne complètement noire pour faire de la divination. Mais on peut faire de la divination avec des boules d'obsidienne comme ça, ou alors avec des miroirs noirs, comme ceci. Voilà. Donc là, pour faire la divination avec ce miroir noir, ils vendent également des miroirs d'obsidienne comme ça. Hein. Donc là, ils ont mis un cache noir. Derrière, c'est pas... Je pense, je sais plus en fait si c'est de l'obsidienne ou quoi. Je m'en souviens plus du tout. Je pense pas. Hein. Voilà, vous pouvez faire la divination sur ce genre de truc également. Ça peut marcher. Bon, moi, je reste quand même dans mes cristaux de roche. Hein. Alors ensuite, vous avez les breloques. Alors là, c'est un paquet de breloques que je n'ai jamais ouvert. Donc les breloques, pareil, je ne sais pas par contre ça, quelque chose que je connais. J'en avais deux comme ça. Il y en a un que j'avais offert à une amie, je ne sais plus à qui. Peut-être Claire, hein, la chaîne Claire de la Lune, je ne sais plus. Voilà, donc, alors, il n'y a pas de signification. C'est la première fois que je l'ouvre en fait. Hein. Donc il y a un petit pochon pour y mettre les breloques dedans. Donc voilà. Alors c'est à vous, je pense, à donner la signification aux breloques. Il faudrait que je demande à Solveig Weir de la chaîne Solveig, qui elle, je sais, fait souvent des divinations avec des breloques. Ou c'est peut-être à elle que j'avais offert ces breloques. Donc vous voyez, il y a des dés. Donc je sais que Solveig, elle en a énormément de breloques. Là, vous avez un petit cœur. Vous avez un bébé, des coquillages, une châtaigne, ceci, je ne sais pas trop ce que c'est, peut-être de la mandragore, je ne sais pas, non je pense pas. Voilà, enfin bon, vous avez une dent de vampire on dirait d'ailleurs. Hein. Voilà, donc vous avez ce genre aussi de... C'est un set de divination, donc il faudrait que je le reprenne, que je... Donc il y en a beaucoup qui font de la divination avec les breloques. Donc après, je ne sais pas si c'est nous qui donnons l'interprétation, la signification aux breloques. Alors si c'est le cas, c'est comme pour tout, une fois qu'on leur a donné une signification, je pense qu'il faut s'y tenir et il ne faut pas changer. Donc voilà, donc après je voulais vous parler des pendules, mais
Je ne vais pas vous parler de pendules en divination, parce qu'à la base, les pendules, ce n'est pas fait pour faire de la divination, hein, à mes yeux, évidemment, mais c'est ma vérité. On va être très limité. À part une réponse oui ou non, les pendules ont été créées surtout pour trouver de l'eau. Trouver de l'eau qui est négative, qui peut avoir des répercussions très mauvaises sur notre santé. Souvent, c'est des cours d'eau qui se trouvent en dessous de nos maisons et qui, si on ne les traite pas donc en radiesthésie avec un bon pendule, ça peut avoir des répercussions sur notre santé. Il faut savoir que chaque pendule va émettre une couleur vibratoire. Par exemple, là, j'ai le pendule d'Osiris qui va émettre la couleur vert négatif. Et donc, du coup, ça en fait un pendule de guérison. J'ai guéri beaucoup de pathologies très impressionnantes avec ce pendule, avec le pendule d'Osiris. Donc voilà, on peut pas... Mais c'est un pendule qui coûte assez cher. Hein. Mais voilà, il y a du résultat, donc je ne regrette pas du tout. Et si c'était même plus cher que je l'avais payé, je le rachèterais les yeux fermés. Hein. Vraiment, des résultats incroyables. Vous avez également le pendule de Thoth. Voici. Qui lui va émettre la couleur blanche. Vous avez le pendule d'Hathor, que je ne sais plus où j'ai mis. Aïe aïe aïe. Alors le pendule d'Hathor, c'est dommage que je voudrais quand même vous le montrer. Mais j'avais fait une vidéo sur le pendule d'Hathor. Le pendule d'Hathor est intéressant parce qu'il a 3 couleurs. Il a la couleur blanche, il a la couleur rose et il a la couleur or ou doré. Et donc du coup, en fonction de chaque couleur, le pendule a des propriétés bien spécifiques. Par exemple, la couleur blanche, ça va être surtout pour faire du développement personnel. Ça peut sembler bizarre de dire ça avec un pendule, mais voilà, c'est plus des soins qu'on va faire avec les pendules, c'est plus des soins, des recherches sur carte, des recherches de coordonnées négatives dans les maisons, des recherches d'entités ou de trous négatifs, des recherches énergétiques qui ne sont pas bonnes, qui se trouvent dans la maison. Ça sert plus à ça, le pendule, qu'à faire de la divination. Dans la divination, on va être bien limité. Et si vous voulez un pendule pour faire de la divination, vous prenez une bague que vous accrochez à une ficelle et c'est largement suffisant. Ça ne sert à rien d'acheter un pendule cher pour faire de la divination, vous allez vous faire avoir. Enfin, je trouve que ça un peu, ça serait dommage. Pour faire des soins, là, par contre, pour faire des soins, je comprends qu'on veuille vraiment un très bon pendule. Moi, par exemple, j'utilise le pendule d'Hathor, que je ne sais plus où j'ai mis, que j'aurais bien aimé vous présenter. J'ai dû l'avoir... Alors, comme c'est un pendule que j'utilise souvent pour faire des soins en ce moment, donc c'est vrai que je n'ai pas dû le prendre sur moi. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo où j'avais fait une présentation de ce pendule. Donc voilà, c'est pour ça que bon, des pendules, je ne vais pas trop en parler parce que je trouve que ça n'a pas trop sa place dans la divination. Ça a été vraiment créé, les pendules, pour soigner les personnes, pour rechercher des objets, pour rechercher des trucs comme ça. Mais voilà, pour faire de la divination, on peut le faire avec n'importe quoi au final. Et la réponse sera très limitée. Ça sera une réponse positive ou négative. Donc voilà. Alors ensuite, un livre qui est très intéressant, c'est celui-ci. Parce qu'il va vous parler de la magie des pierres et il va vous enseigner 2 systèmes de divination que l'on peut faire avec les pierres. Un avec des pierres semi-précieuses, qui est un système de divination que je vais vous présenter, et un autre qu'on fait avec des pierres que l'on trouve dans la forêt, dans les cours, là où vous vous promenez. Donc c'est la divination à l'aide de 50 pierres, donc des pierres que l'on trouve dans nos rivières, dans nos forêts, voilà. Il y a ce système de divination, ou la divination arc-en-ciel, qui est un système de divination qui se fait donc avec des pierres semi-précieuses. Donc là, il vous faut prendre des pierres de couleur. Vous pouvez en rajouter, parce que chaque couleur a une signification particulière. Vous avez par exemple le rouge. Alors là, le rouge que j'avais trouvé à l'époque, c'était du jaspe rouge. C'est plutôt orangé, mais bon, voilà, c'est du jaspe rouge. J'aurais pu trouver un corail, mais bon, le corail, ça m'embête un peu d'utiliser du corail. Donc le rouge va symboliser la colère.
Il va symboliser des émotions destructrices, la naissance, le changement, le sexe, la passion, le dénouement, l'énergie, les confrontations. Vous avez le rose, le quartz rose. Alors le quartz rose va symboliser l'amour, l'amitié, la paix, la joie, les relations, la famille, l'échange. Après vous avez l'orange qui est une cornaline, qui va symboliser l'illumination, le pouvoir personnel, l'énergie, la croissance. Mais vous pouvez y rajouter aussi la signification de la pierre de la cornaline. La cornaline est très bien pour les personnes qui ont du mal à avoir des enfants. Donc du coup, ça peut être une pierre qui peut être annonciatrice d'un enfant. Voilà, c'est ça qu'il y a de bien, c'est qu'on peut rajouter au final en plus les définitions des pierres. Donc la citrine pour le jaune. Alors la citrine symbolisera la protection, la communication, le voyage, le mouvement, l'échange. Donc vous avez toutes les significations des couleurs là. Alors le vert, j'ai choisi la malachite. La malachite qui va symboliser la croissance, l'argent, la stabilité, la santé, la fécondité, les transactions d'affaires. La bleue, avec, je crois qu'il s'agit d'une calcite. Alors elle va symboliser la paix, le sommeil, la guérison, la purification, les émotions, l'inconscient. Et une violet pour l'améthyste, qui va symboliser la spiritualité, l'évolution, le mysticisme, l'expansion, la réincarnation. Et moi j'avais rajouté donc, je crois, je ne sais pas si c'est une tourmaline, pour avoir la couleur noire, où j'avais voulu y donner une signification de fin, de début et de fin, en fait, voilà. Et de matière. Y donner la... Voilà, et donc, vous prenez ces pierres, donc vous pouvez rajouter des pierres de couleurs, d'autres couleurs, autres que, qui ne sont pas citées dans le livre. Vous prenez ces pierres, vous les mettez... Ça, c'est un système de divination que j'ai eu fait à un moment donné. Vous mélangez comme ça, vous décidez de prendre 3 pierres. La première sera positive, hop, c'est le rose. La seconde, c'est le rouge, sera, on va dire, ce qui va nous barrer la route. Et la troisième, donc, c'est le vert. Donc qui sera un peu plus positif. Donc du coup, il suffit d'interpréter avec toutes les définitions que je viens de vous dire. Et voilà. Et donc je trouve que c'est super intéressant. Il n'y a pas beaucoup de... Donc la rose, ça peut être en énergie positive, donc ça représente l'amour. Donc on peut dire une rencontre amoureuse. Et comme il y a du rouge, ça peut être une rencontre amoureuse, mais qui part trop dans l'émotion, trop dans la passion. Voilà, une rencontre amoureuse avec trop de passion et destructrice. Donc c'est peut-être pas bon. Et là, la troisième, c'est comme le tarot en fait. Et la troisième pierre va être une pierre conseil, au final, qui est de couleur verte. Et qui va représenter donc la croissance, la stabilité, la santé, la fécondité, l'argent. Donc peut-être que apaiser cette passion par le fait de faire quelque chose autre que justement, voilà, essayer de faire un projet qui puisse vous ramener de l'argent, parce que l'argent va mettre de l'eau dans le vin de la passion. Voilà, donc vous pouvez les utiliser comme on utilise un oracle ou un tarot. Et voilà, et plus vous rajoutez des pierres, plus vous aurez des possibilités d'interprétation en fonction de la couleur, parce que chaque couleur a une interprétation qui lui est propre. Voilà, donc voilà pour le petit vlog sur les runes et sur les autres systèmes de divination. J'espère qu'il vous aura plu. Alors je pense que je vais continuer dans cette lancée, et quand j'aurai du temps, je continuerai les vlogs. Je crois que les prochains qui a d'intéressant, je ne sais plus quel c'est. Je crois que c'est, si je me souviens bien, je ne sais plus, là je ne m'en souviens plus. Je crois que c'est les jeux d'ombre et les jeux de lumière. Des jeux d'ombre que je me sers pour faire du shadow work, donc des jeux lumineux. Je pense que c'est ça.
Bon, je me trompe peut-être hein, avec un autre truc, mais voilà. Donc il y a toujours le sondage, vous pouvez toujours voter. Et voilà, donc je prendrai le vlog qui n'a pas été encore fait, qui a eu le plus de votes. Voilà. Donc je serais bien curieux de savoir si vous avez d'autres systèmes de divination que tout ce qu'on voit sur YouTube, c'est-à-dire le petit le normal, le tarot, Rider Marseille, hein, ou les oracles, si vous avez comme ça d'autres systèmes de divination que vous utilisez pour compléter vos tirages. Voilà. Moi, au final, ce que j'utilisais le plus à l'époque, c'était les pierres de la litho, parce que j'aime la lithothérapie. Et je trouvais que c'était vaste, parce qu'on peut rajouter d'autres couleurs que celles que j'ai mises. Et voilà, le plus compliqué, c'est de trouver des pierres qui soient de la même taille à peu près. Mais bon, voilà, je trouve que c'est le plus intéressant, à la limite. Et la cristallomancie, c'est vraiment un truc qui me plaît énormément aussi. D'ailleurs, je proposais des vidéos sur la cristallomancie à un moment donné. J'ai arrêté, peut-être que je reprendrai. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire donc dans les commentaires quel genre de divination, autre que les divinations qu'on voit souvent traditionnellement sur YouTube, vous pratiquez. C'est laquelle que je vous ai présentée qui vous botterait bien d'essayer. Je serais bien curieux de savoir si j'ai réussi à vous faire passer le cap d'un style de divination. Celle que je vous ai présentée en plus coûte vraiment pas cher. Mais alors ce livre il est très intéressant, j'y reviens dessus avant de vous laisser, parce que je l'ai un peu survolé, mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai trouvé la divination arc-en-ciel avec les pierres semi-précieuses, mais comme je vous ai dit, il y a aussi une divination avec 50 pierres, et des pierres donc que l'on trouve dans nos rivières, dans nos jardins, nos forêts. Donc c'est intéressant, et ils vont développer dans ce livre le côté magique que l'on peut faire avec les pierres. Donc quand je dis magique, ça veut dire les pierres qu'on peut utiliser pour tel rituel ou tel... Voilà, c'est assez intéressant. Par exemple, l'œil du tigre, au niveau du pouvoir, il va représenter l'argent, la protection, le courage, l'énergie, la chance, tradition rituelle magique. Pour chaque pierre, en fait, vous avez... Je vais vous le présenter, ça sera... Là, par exemple, l'œil de chat, vous avez l'énergie de la pierre, vous avez la planète à laquelle il correspond, l'élément, les pouvoirs, donc richesse, beauté, jeu, protection, guérison, et l'utilisation magique. Voilà. Et comme ça pour toutes les pierres. Là, après, nous avons l'œil de tigre. Donc, pour l'œil du tigre, pareil, nous avons l'utilisation magique qui est expliquée. Et on a beaucoup de pierres qui sont proposées comme ça. Donc je trouve que c'est une approche un peu différente des pierres. Donc ça s'appelle Encyclopédie de la magie des cristaux, des pierres précieuses et des métaux de Scott Cunningham aux éditions Ada. Je connais cette personne, c'est pas la première fois que je lis des bouquins de... Voilà, ça est Garnier pour les propriétés, on va dire, plus physiques des pierres. C'est vraiment un livre très intéressant. Je vous le remontre aux éditions Ada. Voilà, donc cette fois c'est bon. J'ai fait une longue vidéo, je pense. J'espère que malgré tout, elle vous aura plu. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, une belle journée ou une belle soirée à tous. Bye bye. Belle soirée à tous. Bye bye.